Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation du guide planton local en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me présente, je suis Stéphanie Garrido, chargée de projet à l'ARBE. Je suis en compagnie de Sabine Labatte et de Thomas Fourest, également chargés de projet à l'ARBE. Nous sommes ravis tous les trois de vous accueillir aussi nombreux pour ce webinaire. Il y a plus de 180 inscrits. Ça nous montre tout l'intérêt que vous portez à ce document. Nous sommes ensemble pour 1h30, de 13h à 14h à 14h30. Et nous allons vous présenter ce tout nouveau guide qui vient de sortir il y a juste quelques semaines et qui est l'aboutissement de 2 ans de travail qui a mobilisé de nombreux partenaires et qui vise à mettre en lumière les espèces indigènes de notre région dans le but de favoriser la biodiversité dans les opérations de végétalisation du littoral méditerranéen jusqu'au massif alpin. Évidemment, on ne pouvait pas vous présenter cet outil sans certains partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de la démarche, les conservatoires botaniques nationaux, évidemment, l'association Ortis, la Fédération française du paysage et bien d'autres encore. Je vous présenterai plus précisément les différents intervenants de cet après-midi, juste après un préambule sur un petit peu les règles de fonctionnement de ce webinaire. Donc, tout d'abord, pour les intervenants, pensez à couper vos micros et à ne les activer que quand vous prenez évidemment la parole et que vous allez intervenir. Pour le public, vos micros ne sont pas activés, trop compliqué avec 180 inscrits, mais vous pouvez évidemment poser vos questions pendant toute la durée du webinaire, pendant toute la durée des présentations, en utilisant le module questions-réponses qui se situe en bas de votre écran QR et également le module discussion pour récupérer des éléments qu'on mettrait à votre disposition. Donc, nous avons prévu 2 temps dédiés pendant le webinaire justement pour apporter des réponses aux questions que vous allez poser à travers ce module-là. C'est Thomas Fourest, chargé de projet biodiversité et territoire chez nous à la RBE, qui assurera le lien technique et logistique avec l'ensemble des participants et qui se chargera d'animer cette séquence de questions-réponses. On vous informe également que le webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne sur notre site. Du coup, il pourra être visionné en replay par celles et ceux qui n'auront pas pu se connecter. Avant de vous présenter plus précisément le déroulé du webinaire et l'ensemble des intervenants, quelques mots sur notre agence. La RBE est une agence publique qui est née il y a plus de 40 ans, qui a pour mission de favoriser la mise en œuvre des politiques publiques et d'accompagner les collectivités dans leur démarches et dans leurs actions de préservation de la biodiversité et de transition écologique. Nous sommes un syndicat mixte qui réunit la région, le département de Vaucluse, les services de l'État et certaines intercommunalités depuis 2019 maintenant. Nous sommes une équipe de plus de 40 agents et on fonctionne un peu comme une plateforme partenariale qui permet du coup d'unir nos forces, de mutualiser les moyens pour relever les défis écologiques majeurs qui sont devant nous et réussir le pari de la transition écologique. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de webinaires qui s'appelle 1 heure pour comprendre et agir, qu'on vous propose déjà au sein de l'agence depuis près de 3 ans, sur des temps courts, souvent le mardi, sur la pause méridienne, pour essayer de toucher un large public. Celui-ci de webinaire, il ne durera pas 1 heure, il durera 1h30 parce qu'on a plein de choses à vous dire et que le jour en vaut la chandelle. Donc, du coup, on a prolongé d'1 demi-heure de 13h à 14h30.
Vous avez sous les yeux le programme du premier semestre avec les prochains webinaires qui auront lieu, notamment le 11 avril sur aménager avec l'eau et la nature, celui du 16 mai qui fait le lien entre biodiversité et santé, et celui du 27 juin sur l'indice de région vivante. Si vous souhaitez rester informé et connaître le programme du second semestre qui est en cours de définition, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notre site internet arbe-regionsud.org. Voilà, sans perdre de temps, puisque le temps nous est compté, voici le programme pour 7h30 qu'on va partager ensemble. Donc, les intervenants, n'hésitez pas à activer, à garder votre caméra activée pour que les participants puissent vous identifier. Pendant 7h30, on abordera 2 séquences. La première, c'est véritablement donc, la présentation du guide Planton local, qui se fera à 4 voix. Donc, Sabine Labatte et moi-même, ainsi que Didier Vidal, donc, qui est délégué régional de l'association Ortis, qui est une association qui regroupe les responsables d'espaces de nature en ville, et Lara Dixon, qui est chargée de projet au Conservatoire botanique national méditerranéen. Et ensuite, la deuxième séquence sera consacrée à 2 retours d'expérience. Le premier traitera la végétalisation de la déchetterie à Antibes et sera présenté par Philippe Dalmasso, chargé de projet à la ville d'Antibes, et par Julien Planche, directeur technique de Phytocène. Et le second retour d'expérience sera consacré au projet de réaménagement de la plage de Pampelonne et sera présenté par Ken Novelas, paysagiste concepteur, membre de la Fédération française du paysage. Donc voilà, on est 8 personnes pendant cette 1h30 pour vous présenter ces différents éléments. Donc le guide, ce tout nouveau guide, il a pour ambition, je vous le rappelle, d'inciter à intégrer les espèces indigènes dans les projets d'aménagement. Il a été rendu possible grâce au financement de la région Sud, de l'État, de l'Office français de la biodiversité et de l'Europe à travers le projet LIFE Habitat Calanque. Il s'intègre dans la volonté de la région Sud de préserver la biodiversité à travers son plan climat une COP d'avance. Et il est disponible sur le site de l'Arbe et il sera en lien dans l'espace discussion. Il est déjà en lien, on l'a mis dans l'espace discussion du webinaire. Donc, on le sait aujourd'hui, dans ce contexte de changement climatique, la végétalisation et notamment le choix des végétaux, c'est une des clés pour aménager les territoires, les rendre plus résilients, apporter qualité de vie et bien-être aux habitants. Du coup, par cet outil, il s'agit vraiment de préparer l'avenir et d'accompagner le changement de pratique qui est déjà amorcé sur les territoires. L'idée étant de créer des opérations de végétalisation à valeur écologique. Cet outil, évidemment, qui est sorti, qui est nouveau, et on en est tous ravis, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment que le début d'une réflexion et d'une approche qui, je vais résumer très rapidement en une phrase, mais on a 1h30 pour en parler, mais qui est que plus les végétaux indigènes locaux seront nombreux, diversifiés, répartis en strates, plus les milieux seront connectés et gérés durablement, plus la biodiversité sera importante. Tout d'abord, du coup, pour vous expliquer un peu pourquoi on s'est lancé, nous, à RBE et l'ensemble des partenaires dans le démarrage de ce projet, quelques éléments de contexte. Le premier est qu'en tant qu'ARBE, on accompagne depuis quelques années déjà différents acteurs et notamment les collectivités dans l'évolution de leurs pratiques de conception, d'aménagement comme de gestion de leurs espaces de nature. Et on les sait de plus en plus désireux de changer leurs pratiques de végétalisation en redonnant plus de place
à la nature en proposant des aménagements plus rustiques, plus champêtres, en favorisant vraiment la végétation spontanée. Ça suscite du coup beaucoup d'intérêt, mais en même temps, les collectivités, elles se sentent assez démunies et elles manquent de ressources et d'outils pour les aider justement dans cette nouvelle approche. Le deuxième élément de contexte, c'est l'identification d'un besoin d'information qui est fort sur les espèces végétales exotiques envahissantes de notre région et surtout sur les alternatives possibles pour les remplacer, puisque la région en recense 143, dont la liste est fournie en annexe du guide, on y reviendra par ailleurs. Mais on sait aujourd'hui que ces espèces végétales exotiques envahissantes sont une des grandes causes de la perte de la biodiversité et elles nécessitent donc une gestion appropriée qui est complexe. Les palettes, du coup, qu'on propose à travers cet outil, à travers ce guide, peuvent être une alternative, du coup, en tout cas, à la plantation d'espèces végétales exotiques envahissantes et aussi permettre de les connaître et de commencer à intégrer une gestion. Le troisième élément qui nous a poussé à travailler sur le sujet, c'est qu'il n'existait pas dans notre région d'outils qui mettaient à l'honneur les espèces indigènes dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, certaines démarches de ce type avaient vu le jour ces dernières années sur d'autres territoires en dehors de la région, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Centre-Val de Loire. Il y avait des guides de ce type qui favorisaient la végétalisation et le plancton local, mais pas chez nous en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà pourquoi on a décidé de se lancer dans ce guide-là. On n'est pas les seuls parce que le territoire voisin, l'Occitanie, a travaillé pratiquement au même moment que nous sur un guide, sur la même approche, sur la même démarche qui va également sortir tout prochainement. Pour autant, il y a de nombreux outils qui existent dans notre région sur la végétalisation, avec des guides, des fiches techniques qui sont réalisées par les SAIE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, par des parcs naturels régionaux, je pense au guide avec le PNR, le guide proposé par le parc naturel régional du Luberon, ou même certaines intercommunalités, comme la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis avec le guide sur les palettes végétales. En tout cas, des outils qui existent sur les territoires, mais qui du coup mettent en avant des approches plus larges, qui englobent des approches ornementales, paysagères, plus horticoles. L'idée pour nous, à travers ce guide-là, Planton Local, avec nos partenaires, c'était de construire du coup un projet plus resserré dans l'approche qui défend du coup ce prisme, ce parti pris, ce prisme qu'on a choisi et qu'on assume du local, de l'indigénat, mais qui doit être complémentaire, évidemment, avec les autres approches, avec les guides qui existent déjà sur le territoire et qui surtout n'opposent surtout pas les différentes approches. Du coup, fort de ces éléments de contexte, les objectifs du guide, tout au long de ces 2 années, elles ont évolué au fil du projet et elles sont multiples. Le premier, évidemment, c'est de promouvoir les plantes locales de notre région. L'idée, c'est bien de mettre ou de remettre à l'honneur les espèces indigènes de notre région qui sont peu utilisées dans les opérations de végétalisation, qui ont été délaissées depuis près d'une 50aine d'années au profit d'espèces jugées des fois plus esthétiques. L'idée également, c'est de recréer des conditions écologiques favorables pour favoriser la réinstallation des organismes vivants et du coup expliquer aussi les atouts de ces plantes locales, de ces plantes indigènes. Le troisième objectif, c'est également de s'entendre sur un vocabulaire commun et ainsi de mieux se comprendre, parce qu'on s'est rendu compte tout au long du guide que les thèmes employés par tous, local, indigène, peuvent avoir des définitions différentes. Si on est un scientifique, si on est un paysagiste, si on est un horticulteur, un agent des espaces verts, l'idée c'était de s'entendre sur un vocabulaire commun.
C'est également, je l'ai dit, d'accompagner le changement de pratique. Il y a des besoins, il y a des envies sur les territoires, ça suscite beaucoup d'intérêt. Et ce guide va aider à mettre en œuvre et à guider cette réflexion. Et le dernier objectif également, c'est de structurer et de dynamiser une filière. L'idée, c'est vraiment de mettre en adéquation l'offre avec les professionnels et la demande avec les porteurs de projets. Donc, tout comme les objectifs, nos cibles, du coup, sont assez vastes. Le guide s'adresse aux collectivités gestionnaires d'espaces verts et de nature, mais également aux professionnels de l'aménagement urbain et de la construction, aux aménageurs publics privés, sachant que, évidemment, les paysagistes concepteurs ont un rôle stratégique également à jouer pour appuyer l'enrichissement des pratiques, les jardiniers professionnels, les écologues, tout comme les pépiniéristes, les bureaux d'études en seront eux aussi des utilisateurs et du coup sont aussi une cible de ce document-là. Vous l'avez bien compris, du coup, les objectifs et les cibles sont assez larges et on a donc du coup travaillé de façon partenariale sur ce projet-là. On a impliqué un collectif d'experts important. Il y a eu près de 50 structures qui se sont mobilisées sur le projet, évidemment, pas toutes de la même façon et pas dans toutes les étapes du projet, bien évidemment. Mais on a un certain nombre de partenaires qui se sont mobilisés plus largement tout au long du projet. Les partenaires institutionnels, les services de l'État, l'ADREAL, la DRAF, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse et la région Sud, des partenaires scientifiques et techniques, le Conservatoire botanique national alpin, le Conservatoire botanique national méditerranéen, qui ont été deux partenaires incontournables dans l'élaboration de ce projet-là, mais aussi l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'association Ortis, association des responsables d'espaces de nature en ville, le CAIE du Var, la Fédération française du paysage, la FFP, les entreprises du paysage, l'UNEP, et Aix-Marseille Université. Sans oublier évidemment les professionnels qui se sont mobilisés également fortement dans différentes étapes du guide et notamment sur la partie palette végétale afin de proposer des listes d'espèces qui soient réalistes, tout simplement. Et enfin, les partenaires du projet LIFE Habitat Calanque qui se sont associés à cette démarche régionale planton local, puisque une des actions du projet LIFE était de préserver les habitats naturels du littoral méditerranéen et du coup de mieux faire connaître la flore locale. Et on a donc mutualisé ces deux démarches, cette démarche très territoriale LIFE Habitat Calanque et cette démarche plus régionale du guide de planton local. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, je prends le relais. Et avant de passer à la présentation plus concrète du guide, finalement, qu'est-ce qu'on entend par planton local et par plante locale? En fait, dans ce guide, planter local signifie planter des espèces indigènes, c'est-à-dire que l'on retrouve naturellement sur le territoire. Et plus précisément, une plante indigène, c'est une plante qui se développe naturellement dans la zone considérée, n'a pas subi de sélection humaine directe, a évolué sur place et s'est adapté aux conditions écologiques sur un temps long et est en étroite interaction avec les autres espèces de faune, de flore et de fonges, c'est-à-dire les champignons et les lichens. Donc en fait, pour résumer, une espèce végétale est définie comme indigène à une région donnée si sa présence dans cette région est le résultat de processus naturels sans intervention humaine. Donc en fait, ici, on n'est pas du tout dans l'idée de s'approvisionner localement en plantes et d'ailleurs, une production peut être locale mais avoir pour objet des plantes exotiques. Donc, quels sont les avantages finalement à planter local?
Donc Stéphanie l'a dit, l'un des objectifs de la démarche, c'est de promouvoir la biodiversité. Et en effet, planter local favorise les interactions avec la faune. Les plantes locales peuvent servir de zone de refuge, de zone de vie, c'est ce qu'on appelle le gîte, de zone de reproduction et de zone de ressources, c'est ce qu'on appelle le couvert. Donc elles produisent du pollen, du nectar, des graines, donc bénéficient la faune sauvage, les oiseaux, les insectes, les mammifères. Donc planter local, en fait, ça permet de maintenir ou de recréer des conditions favorables à l'accueil de la biodiversité, avec des cycles de vie entre flore locale et faune locale qui sont synchrones, qui sont cohérents. Et faune et flore sont interdépendantes. On parle de coévolution quand, par exemple, certaines espèces pollinisatrices se sont morphologiquement adaptées pour butiner une flore spécifique. Et les flores locales sont aussi, de leur côté, bien adaptées aux insectes de chez nous, puisque nectar et pollen correspondent aux besoins nutritifs des espèces animales, tandis que les essences exotiques sont souvent un peu plus pauvres et les insectes peuvent s'épuiser à en butiner certaines. Donc, on voit bien que le choix des espèces végétales a toute son importance. Les plantes indigènes possèdent une diversité génétique intraspécifique, c'est-à-dire au sein d'une même espèce élevée. En fait, ça leur confère une forte capacité d'adaptation aux caractéristiques écologiques de leur territoire, de leur aire naturelle de répartition. En fait, elles sont adaptées aux conditions de sol, aux variations climatiques, puisqu'elles sont le fruit d'une longue évolution sur un même territoire. Et en fait, il y a eu une sélection naturelle qui s'est opérée. Finalement, pour le dire autrement, une palette végétale qui sera composée majoritairement d'une flore indigène et diversifiée sera adaptée, on l'a dit, aux conditions écologiques et bioclimatiques de notre région, et finalement plus résiliente face aux variations climatiques, sécheresse, intempéries, aux aléas climatiques, et également plus résistante face aux maladies, aux parasites, puisque chaque individu est porteur d'adaptations génétiques différentes. Et d'ailleurs, ça permet de limiter l'entretien aussi. Alors, tout à l'heure, on a parlé de fonges, et une forte proportion de plantes locales a développé des associations symbiotiques, c'est-à-dire avec des bénéfices mutuels avec les champignons et les bactéries du sol. Ça leur permet notamment d'avoir accès plus facilement aux ressources nutritives du sol. Et donc, de même, ça peut limiter l'entretien. Enfin, planter local, ça participe au renforcement des connectivités écologiques, donc, qui contribuent, on le sait, directement à la préservation de la biodiversité. Et proposer des espaces composés de flore locale dans un projet d'aménagement, dans un projet de végétalisation, ça permet de maintenir ou de recréer des continuités végétales avec l'environnement naturel avoisinant. Et donc, on obtient des milieux plus fonctionnels, c'est-à-dire capables d'accueillir la faune et de permettre son déplacement. Et enfin, sur le volet plus socioculturel, ça permet aussi de renforcer l'identité d'un territoire en faisant découvrir ou redécouvrir des espèces locales que l'on a pu oublier depuis quelques années, comme l'évoquait tout à l'heure Stéphanie. Alors, concrètement, à quoi ressemble le guide et comment il se structure? Alors, on a souhaité vraiment réaliser un guide de terrain, pratique, facile à utiliser. Donc, vous voyez, il est à spirale, il a des onglets, vraiment pour naviguer facilement entre les différentes entrées du guide. Et il se structure en deux parties, vous voyez sur la gauche son sommaire. D'une part, pourquoi et comment végétaliser local en partie 1, et en partie 2, les fameuses palettes végétales structurées par milieu. Donc, cette partie 1, elle a plutôt une vocation pédagogique. Elle apporte des clés de compréhension sur l'approche dont on a parlé, de planton local, et des recommandations. En fait, c'est une sorte de prérequis pour utiliser plus efficacement les listes végétales de la partie 2. On a deux premiers chapitres qui reviennent sur le vocabulaire pour bien se comprendre. Donc, tout à l'heure, on a défini ce qu'était une plante locale, et également un chapitre qui revient sur les atouts des plantes indigènes dont je viens de vous parler. Et un troisième chapitre apporte justement des éléments de recommandation pour se lancer dans un projet de végétalisation en essayant de préciser les éléments incontournables par étapes, et Didier Vidal reviendra dessus ultérieurement. On a aussi mis dans ce guide des encarts spécifiques sur, par exemple, des ressources utiles
Donc, par exemple, le lien vers la plateforme INVMed, qui est la plateforme d'information, de ressources et d'échanges sur les espèces végétales exotiques envahissantes, ou encore des points d'attention particuliers. Par exemple, nous évoquons le changement de regard ou la nouvelle relation qu'on doit apporter à la nature, d'accepter une nature qui est peut-être plus brute et rustique. Alors, en partie 2, donc on a les palettes végétales avec plus de 500 espèces végétales structurées par milieu ou ambiance. Et en fait, quand on parle de milieu dans ce guide, on parle d'un ensemble homogène qui est structuré par des éléments abiotiques, c'est-à-dire non vivants, alors caractéristiques physiques, chimiques de l'environnement, comme l'humidité, le pH du sol, l'ensoleillement, et les végétaux qui façonnent le paysage. Donc ici, on a les milieux boisés, par exemple. C'est un des 4 milieux ou ambiances que l'on a définis. Les milieux boisés sont dominés par la prédominance dans le paysage d'arbres et d'arbustes, d'où le sous-titre « Plantons des arbres et des arbustes », mais on y trouve également un cortège d'herbacées associé à ces milieux. Le deuxième milieu, c'est les milieux ouverts, qui sont des milieux dégagés, où les arbres sont plus rares, et la végétation dominée par des espèces basses, herbacées ou arbustives, donc des prairies, des pelouses, des landes, des garrigues. En troisième milieu, on a souhaité aborder les milieux humides, qui sont des zones de transition à l'interface des milieux terrestres et aquatiques, caractérisées donc par la présence d'eau, qu'elle soit en surface ou dans le sol. Donc on a les prairies humides, les ripisylves, les bords d'étangs et de cours d'eau. Et enfin, les milieux urbanisés, qui sont les milieux anthropisés au sol très pauvre, voire inexistants quand ils sont imperméabilisés. Et en fait, cette structuration par milieu, vraiment, c'est un choix de présentation qui nous a semblé la plus claire possible. Mais en fait, évidemment, l'approche la plus favorable à la biodiversité, vous vous en doutez, c'est bien de créer une mosaïque de milieux en associant une diversité d'espèces végétales. Alors, pour chacun de ces milieux, et avant d'aborder les listes des espèces, on trouve des exemples de types d'aménagement dans lesquels le recours justement aux plantes locales peut être pertinent. Et on fait des zooms, en fait. On fait un zoom sur les prairies fleuries, les haies champêtres, les arbres d'alignement et des bosquets, les mares permanentes, les ripisylves, les noues végétalisées et la végétalisation des cours d'école. Donc, vous retrouverez tout ça dans le guide. Et en fait, ces différents aménagements, en plus, peuvent répondre à des enjeux liés à l'adaptation et la résilience face au changement climatique. On n'a pas souhaité, il n'y a pas de liste particulière d'espèces végétales pour les milieux urbanisés, car en fait, on a considéré que les listes végétales des autres milieux, boisés, ouverts et humides, pouvaient tout à fait être adaptées et répondre au contexte urbain en fonction des aménagements. Et donc, il y a des expérimentations à réaliser. Alors, dans ce guide, voilà, rapidement, en annexe, donc, vous retrouverez cette liste des espèces végétales exotiques envahissantes et on a également inséré des index pour faciliter la navigation dans le guide. Alors, 2 index, un avec une entrée par nom scientifique et un autre avec une entrée par nom commun des plantes. Alors, tout de suite, on va rentrer plus en détail sur le guide et je vais laisser la parole à Didier Vidal qui va aborder quelques recommandations, voilà, quelques points saillants dans le cadre qu'il faut avoir en tête dans le cadre d'un projet de végétalisation. Donc, Didier Vidal de l'association Ortis. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, donc, ce qui est important, c'est la phase de diagnostic, bien évidemment, et se laisser guider par le site. En effet, c'est le site qui va guider le projet et non le concepteur qui va imposer ses choix. Donc, tout d'abord, on s'imprègne de l'ambiance, du paysage environnant, donc alpin, préalpin, littoral, la présence d'une mare, d'un cours d'eau, ou à l'inverse, un espace urbain ou des Bastides en Provence, des villas sur la Côte d'Azur. Et donc, vous avez vu que le guide est réparti, les plantes sont réparties dans le guide en 4 milieux, boisés, humides et urbanisés.
et de prairies. En effet, il faut s'imprégner de cette ambiance, puisque si on réalise un espace très jardiné dans un paysage quasi naturel, ben, ça va choquer. Ou tout comme de petites surfaces laissées naturelles dans un espace très urbain, ça peut aussi être discordant. Ensuite, on réalise un diagnostic écologique, donc faune et flore du site que l'on doit aménager. Alors là, ça peut être très technique. L'idéal, c'est de faire appel à un écologue, surtout pour des grands projets. Mais par soi-même, déjà, on peut recenser les espèces que l'on connaît. Il y a des guides aussi sur la région, sur les sites de la région, PACA, et sur le département 13, sur par exemple les orchidées ou les papillons qui sont très bien faits. Bon, par exemple, le jason, le papillon jason, sa chenille est inféodée à l'arbousier. Donc, on ne va pas trouver l'un sans l'autre. Ensuite, il faut étudier les attentes et les usages du lieu à aménager, puisque, en fait, là, c'est un point très, très important parce que l'aménagement sera durable dans le temps s'il répond aux usages. Bien évidemment, si on a une prairie trop petite, elle sera piétinée, elle ne durera pas très longtemps. Alors, à partir de ce diagnostic, on choisit les plantes à conserver. Donc, on nous a donné, donc l'écologue ou les personnes qui ont analysé le site nous disent telle ou telle plante est intéressante, tel arbre. Cependant, pour les arbres, pour un site qu'on va ouvrir au public, il faudra quand même faire un diagnostic de sécurité. Et voilà, sur des arbres plus anciens, évidemment, il faudra les sécuriser avant. Et un autre point important pour les arbustes, et même pour les arbres aussi, que l'on va conserver, c'est de laisser un espace suffisant de plusieurs mètres carrés autour d'elles sans intervention sur le sol, parce que vous savez que les plantes locales, souvent, ont un système racinaire très développé et en surface. Et s'il le faut, on entourera de ganivelles des parties de l'aménagement, comme on voit sur la photo, là, sur la diapo, ce qui permet, donc là, dans ce cas-là, on a semé à partir d'espèces locales, et parce qu'on a été obligé, donc, pour créer les allées, créer l'aménagement, de changer les talus, de remodeler les talus. Donc, on entoure de ganivelles au moins 2-3 ans pour qu'après, il se crée un équilibre avec les graines qui sont arrivées par les oiseaux, par le vent. Et après, on peut ouvrir au public. Diapo suivante. Alors, la connaissance du sol, c'est un point très important qu'on oublie de temps en temps, mais il faut vraiment s'appuyer sur une analyse de sol. Il faut réaliser une analyse de sol, de texture, de structure, évidemment connaître le pH et les principaux éléments physico-chimiques, notamment pour donc, la présence et la proportion d'argile ou de matière organique. J'insiste, je rappelle sur le rôle du complexe argilo-humique, donc l'association de molécules d'argile et d'acide humique par le calcium qui crée une charge négative autour de laquelle vont s'agglomérer des ions positifs, donc NPK évidemment, mais aussi le fer, le magnésium, et qui sont vraiment le garde-manger pour la plante. Et donc cet humus de l'acide humique vient uniquement de la décomposition de végétaux. Donc des fumiers ne donneront pas d'acide humique. Ensuite vient l'étape de l'établissement de la palette végétale. Donc, comme un peintre, à partir du guide, vous choisissez les plantes que vous utiliserez pour le site. Mais aussi, on l'a vu, de l'ambiance et du sol pour faire votre palette générale. Mais ensuite aussi, dans les plantes que vous choisissez, il faut penser à jouer sur la diversité végétale, sur les différents types de végétation, persistants, etc., sur les durées de floraison, les périodes de floraison, et pensez aussi à utiliser des couvre-sols persistants pardon, pour occuper le sol et limiter le désherbage.
Ensuite, autre point très important, la préparation du sol. Donc, en fonction de l'analyse, vous verrez s'il faut enrichir par rapport à la matière organique, mais aussi éventuellement mettre du sable pour des sols très, très argileux. Il faudra l'aérer généreusement, mais sans labourer, épierrer éventuellement. Pour les fosses d'arbres, les faire au moins de 8 mètres cubes, 2 par 2 par 2, c'est vraiment très important pour que les racines justement puissent se développer, aller chercher l'eau sur le long terme. Supprimer les adventices envahissantes, alors c'est facile à dire aussi, mais les prêles, les chiens de dents et tout ça qui vont nous embêter dans le futur. Et apporter de la terre végétale, là aussi, c'est pas évident de trouver de la terre végétale dans la région. Il faut faire une analyse de terre avant sur la pollution éventuelle. Et puis, si c'est pour prendre des terres agricoles et pour mettre des terres en ville, c'est pas très, très durable. Ensuite, la conception. Donc, dès la conception, il faut penser à la gestion future. Ça se joue effectivement dès la conception et avec une bonne préparation du sol des plantations. Alors, la gestion différenciée, évidemment, donc c'est une gestion différente selon les lieux, mais qui ne doit pas être synonyme de gestion abandonnée. En effet, ces plantes locales, on les choisit pour qu'il y ait le moins d'entretien possible, certes, mais souvent une taille par an permet d'augmenter la durabilité et la pérennité de ces plantes. Donc, il faut se poser la question aussi de la compétence des jardiniers ou des membres de l'entreprise qui vont entretenir dans le futur. C'est-à-dire la connaissance des plantes est fondamentale et de leur vie sur le long terme. Donc, diapo suivante. Pour cela, il faut vraiment se faire aider par des professionnels, donc ingénieurs écologues, paysagistes concepteurs, pépiniéristes et horticulteurs, et aller à leur rencontre. Les pépiniéristes et plusieurs sur la région qui sont très engagés dans ces plantes-là. Les paysagistes concepteurs aussi peuvent être sensibilisés. Il faut axer sur ceux qui sont le plus sensibilisés à cette démarche de planter local. Et enfin, tout ce qui est anticipation. Alors, par contrat de culture, c'est pas forcément évident dans les marchés publics, plutôt pour les grands projets. Et donc, connaître aussi soi-même les plantes, rencontrer les pépiniéristes, etc. Donc, en résumé, vraiment un aménagement à partir de plantes locales, il s'anticipe, il se prépare en amont et il se réalise de sorte qu'il soit durable, qu'il coûte le moins cher à l'entretien, parce que le côté économique pour nos élus et les finances sont aussi importants. On doit répondre aussi à cette question-là. Et surtout pour la satisfaction des usagers au fil des saisons et des années. On va passer à la présentation des palettes végétales. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des différentes palettes végétales qui ont été élaborées dans le cadre de ce guide. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc en région PACA, il y a plus de 3853 taxons indigènes pour être précis. Et donc, il n'était pas possible de présenter autant d'espèces dans ce guide. Il a donc fallu que l'on trouve une méthodologie qui était adaptée à notre contexte afin de pouvoir identifier les espèces qu'on pouvait présenter dans ce guide. Donc, le Conservatoire botanique alpin et le Conservatoire botanique méditerranéen ont travaillé à l'élaboration de cette méthodologie. Donc, le principe de base, c'était de partir de cette liste totale, de retirer toutes les espèces exotiques, qu'elles soient envahissantes ou non, mais tout ce qui n'était pas indigène de notre territoire. On a retiré également toutes les espèces qui étaient à statut réglementaire, c'est-à-dire tout ce qui est protection nationale, régionale. On a également retiré toutes les espèces à cotation sur les listes rouges de l'Union internationale de conservation de la nature, donc les espèces qui avaient les critères CR, en danger critique d'extinction, EN, en danger d'extinction, et VU, les espèces vulnérables,
car des récoltes sur ces espèces-là auraient eu trop d'impact sur le maintien à long terme de ces différentes populations. Donc, une fois que ces listes ont été préfiltrées, il a été choisi donc de ne sélectionner que les espèces ubiquistes, c'est-à-dire toutes les espèces que l'on retrouve avec une large répartition sur la région en fonction des deux zones biogéographiques qui ont été définies dans le cadre de la marque végétale locale. Il s'agit donc de la zone alpine et méditerranéenne. Diapo suivante. Donc cette liste, on l'a ensuite fait relire par des botanistes de nos 2 conservatoires botaniques nationaux afin de retirer certaines espèces qui posent notamment des problèmes d'un point de vue taxonomique, de vérifier aussi si toutes les sous-espèces étaient facilement identifiables ou pas, donc essayer d'épurer un peu cette liste. Et on a également retiré tous les taxons qui sont trop rudéraux et qui peuvent parfois poser des problèmes d'un point de vue gestion, car en fonction des conditions environnementales, ils peuvent être vraiment très dynamiques. Donc, ça nous a permis d'obtenir des listes un peu plus cohérentes. Donc, suite à cela, on a organisé différents groupes de travail, donc constitués par les conservatoires botaniques nationaux, mais aussi par les bénéficiaires de la marque végétale locale, afin de bénéficier déjà de leur retour d'expérience sur la flore sauvage, parce que la plupart ont déjà expérimenté certaines espèces en culture. Et donc, ça nous a permis déjà d'avoir une info sur ce qui avait déjà été cultivé, mais surtout de retirer toutes les espèces qui étaient impossibles à produire quand on les connaissait. Donc, ce travail, il a permis d'obtenir 3 listes. Diapo suivante. Donc, dans ces 3 listes, il y a quand même plus de 560 espèces végétales, ce qui reste quand même un chiffre conséquent. On a 175 espèces pour les milieux boisés, 329 pour les milieux ouverts et 58 pour les milieux humides. Donc, certaines espèces, nous les avons présentées sous forme de vignettes et d'autres sous forme de tableaux. Donc, pourquoi avons-nous fait ce choix? Donc, diapo suivante. Tout simplement car, vu le grand nombre d'espèces qui nous restaient, on ne pouvait pas toutes les présenter sous forme de vignettes. Il aurait fallu un guide beaucoup plus conséquent. Donc, on a choisi de présenter en mode vignette les espèces qui ont déjà fait l'objet d'une production en végétal local. C'est des espèces qui sont déjà connues et pour lesquelles on a un bon retour d'expérience. Et pour chaque vignette, on a précisé la zone biogéographique concernée. Diapo suivante. Donc, les autres espèces, elles ont été présentées sous forme de tableaux. Donc, dans ces tableaux, il y a 3 colonnes. Le fonctionnement est assez simple. Vous avez le nom scientifique, le nom commun, et la dernière colonne qui précise pour quelle région biogéographique l'espèce peut être utilisée, donc zone alpes, zone méditerranéenne, et pour certaines espèces utilisables dans les 2 zones. Diapo suivante. Donc, les vignettes et les tableaux sont rangés par grand type biologique. Donc, on a les arbres de petite taille, les arbrisseaux, on a les vivaces qui comprennent bien évidemment tout ce qui est plantes à rhizome, à cornes ou à bulbes. Nous avons également les annuelles et les lianes. Et toutes ces espèces sont ensuite rangées par ordre alphabétique des noms scientifiques. Et on est parti du référentiel TaxRef, la version 15. Diapo suivante. Donc, les vignettes, elles se présentent de cette façon. Donc, vous y trouverez des informations qui concernent donc, bien évidemment le type biologique qui est représenté à l'aide d'un pictogramme en haut à gauche. Vous avez également le nom scientifique et le nom commun, la région biogéographique d'utilisation de l'espèce et du coup de récolte et donc la répartition initiale. Vous avez une information sur le type de milieu où se trouve naturellement l'espèce, donc grâce à un pictogramme qui se trouve en haut à droite. Donc, certaines espèces, vous pouvez les retrouver naturellement dans plusieurs types de milieux, comme par exemple une espèce de prairie humide qui va se retrouver dans un milieu ouvert, mais également dans un milieu humide. Donc, on a fait le choix de ne pas faire de doublons dans les vignettes. On a juste précisé les différents types de milieux grâce à la présence de pictogrammes. Donc, par exemple,
pour la vignette que vous avez à droite, pour la Molinier roseau. Elle se trouve dans les 3 types de milieux, milieu humide, ouvert et milieu boisé. Et dans la version tableau, comme on avait moins de restrictions d'un point de vue place, on a fait le choix de laisser les doublons, donc une espèce qui va se retrouver dans les 3 types de milieux. Vous allez la retrouver dans les trois tableaux différents. Les autres pictogrammes que vous avez sur la droite renseignent sur le type de feuillage, par exemple caduc ou persistant, l'exposition pour savoir si l'espèce elle aime plutôt le plein soleil ou plutôt l'ombre. On va y retrouver également des informations sur l'humidité du sol ou encore le pH. Il y a aussi une information sur la texture du sol que l'espèce affectionne ou non. Donc, lorsque l'information était disponible, on a également renseigné si l'espèce était attractive d'un point de vue alimentation, nidification, ou bien si elle pouvait servir de refuge pour la faune. Donc, sur la gauche, vous avez une information sur la couleur de la fleur et la période de l'année où vous pouvez la trouver en fleurs. Et voilà pour cette diapo-là. Et je crois que j'ai fini pour ma part. Pour cette présentation. On est dans les temps. Je passe la parole à Thomas. Oui, très rapidement. Du coup, effectivement, il y a eu pas mal de questions-réponses là qui ont été répondues sur le fil du coup Q&R à laquelle vous pouvez normalement accéder. Des questions sur le sujet des espèces exotiques envahissantes, sur la question aussi de l'inflammabilité de certains végétaux auxquels Lara Dixon a répondu. Merci beaucoup, Lara. Donc, vous pouvez retrouver les échanges sur la partie fil de discussion. Là, il y a une question qui vient qui a été publiée là sur comment une mairie peut-elle décider de ce qu'il faut mettre en place tout en sachant que les guides comme le vôtre et ceux prenant en compte l'inflammabilité, donc on est toujours un peu sur ce sujet-là, sont parfois contradictoires dans la recommandation. Voilà, c'est un peu la complexité du choix parfait, du végétal parfait, mais je pense qu'il n'existe pas, et justement c'est un peu ces guides qui permettent d'essayer de s'y retrouver. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent répondre, même si Lara a déjà répondu un peu sur cette question-là, mais pouvoir compléter à l'oral peut-être sur ce sujet de l'inflammabilité des végétaux qui apparemment questionne pas mal les participants sur ce choix-là en tout cas. Tu reprends, Lara, ce que tu as déjà dit et puis on complète. Tout le monde n'a pas forcément fait la lecture de ta réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai plusieurs endroits. De toutes les réponses, enfin de toutes les questions. Non, principalement sur la dernière question sur le sujet de l'inflammabilité des végétaux, sur le choix à prendre par rapport à cette problématique-là, on va dire. Pour rebondir sur la dernière question qui a été posée, notamment sur comment une mairie peut jongler avec les deux, je pense qu'il est important de se faire accompagner par un écologue ou quelqu'un qui connaît un peu les problèmes. Ce qui est du risque de l'inflammabilité, c'est pas, à mon avis, c'est deux sujets quand même assez différents entre le guide planton local et le risque de propagation des incendies. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'en région méditerranéenne, certes, il y a des végétaux qui sont inflammables, mais il y a quand même pas mal de végétaux qui sont adaptés à ces incendies. Et que je pars aussi du principe que si un milieu est équilibré avec une différence de strates entre prairies, arbrisseaux, strates arborées, et ben il y a tout cet équilibre qui fait que l'incendie en théorie devrait être quand même moins dynamique qu'une espèce de parcelle envahie par je sais pas moi de la ronce ou un milieu très fermé et monospécifique. Après, la question des espèces indigènes ou des espèces exotiques, je pense qu'il y a
autant d'espèces exotiques qui peuvent être inflammables puis pour lesquelles on n'a pas forcément toujours un retour d'expérience. Voilà, moi, je pars juste du principe qu'un écosystème équilibré et diversifié sera plus résistant et plus résilient qu'un milieu monospécifique. Ouais, Ok, merci beaucoup, Lara, pour cette question. Ce qui peut être bien de rappeler, mais on l'a Tout à rappelé fait tout au long transparent. du guide et on l'a dit aussi, chaque intervenant l'a plus ou moins dit, mais c'est que ce guide, c'est pas une liste clé en main, mais c'est que c'est un support et du coup, les porteurs de projets, collectivités, aménageurs doivent se faire accompagner. En fait, vous n'êtes pas seul. Vous avez sur le territoire des spécialistes qui peuvent vous accompagner et répondre à vos différents questionnements. Celui-ci en est un, mais il y en a évidemment plein d'autres. L'idée, c'est d'aller trouver les bonnes personnes qui pourront répondre à ces questions-là, quoi. Mais surtout, voilà, vous n'êtes pas seul, allez vous renseigner vers les spécialistes, quoi. Il n'y a pas forcément d'autres questions. Il n'y a pas Alors oui, forcément d'autres questions? les questions sont répondues au fur et à mesure. Après, c'est cette D'accord. question sur cette question du risque incendie, mais qui n'est pas traitée par le guide, donc je pense que c'est pas non plus la peine qu'on passe trop de temps là-dessus. Effectivement, les végétaux ont un caractère inflammable et du coup, potentiellement participent à un risque incendie, mais aujourd'hui, il y a quand même les OLD et toute la politique de défense contre les incendies qui permet de limiter cette propagation. Après, le choix du végétaux par rapport à ça, le guide, il répond pas forcément. Il répond plutôt à une qualité globale du choix qui peut être fait dans les plantations des végétaux qu'on utilise pour avoir du coup, un espace plus résilient et plus favorable à la biodiversité. Oui, de toute façon, vous parliez des OLD, des obligations légales de débroussaillement. Dans ces endroits-là, c'est pas d'arbustes, uniquement de l'herbe débroussaillée, donc l'incendie va courir très vite dessus, et les arbres à distance et remontés. Donc c'est des zones très spécifiques. Là, on parle d'autres espaces aménagés, des parcs, des jardins, enfin des utilisations. Donc tous les végétaux brûlent, et donc c'est pas dans ces plantations-là qu'on va utiliser le guide. Les OLD, c'est des zones particulières. Peut-être une question qu'on peut indiquer là, auquel Lara a répondu, mais quelle disponibilité pour les végétaux et quel délai dans les commandes, s'il vous plaît, en particulier pour les végétaux, donc la marque végétale locale. Donc pour ça, il y a un site internet qui vous permet de consulter les différents pépiniéristes et les différents prestataires qui fournissent ce type de végétaux. Donc sur le site www.végétal-local.fr. Voilà. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, Lara, tu veux intervenir? Je veux bien compléter vas-y. pour le site végétal local, notamment pour tous ceux qui veulent utiliser du végétal local. Je vous invite à vous y prendre en avance, tout simplement parce que la disponibilité des végétaux est parfois assez complexe. Donc, si c'est des projets sur plusieurs années, il ne faut pas hésiter à faire des partenariats, des contrats de culture avec les producteurs qui se sont lancés dans la démarche végétale locale pour déjà avoir avec eux les espèces qui correspondraient le mieux à votre demande, savoir dans quelle mesure ils peuvent vous la produire et à quelle échéance. Donc, c'est vrai que les contrats de culture, ça permet de répondre plus facilement à la demande. Et voilà, donc c'est vraiment le mot de l'utilisation de végétaux locaux, c'est l'anticipation. Merci beaucoup, Lara. Du coup, on va peut-être poursuivre pour ne pas perdre le timing. Ok.
Parfait, Thomas. Merci. Du coup, nous passons la parole. On va ouvrir la deuxième séquence avec les retours d'expérience et avec le premier retour d'expérience avec Philippe Dalmasso de la ville d'Antibes et Julien Planche de Phytosem. La parole est à vous. Oui, bon, alors je me présente. Je commence par parler moi pour présenter. Ouais. Alors moi, je suis Philippe Dalmasso, à la ville d'Antibes, et notamment je suis aussi délégué régional de Hortis avec Didier Vidal, et membre aussi du groupe de travail Espace Vert pour la ITF. Et en fait, c'était lorsqu'on était en train de travailler sur l'élaboration de ce guide que j'ai trouvé tout l'intérêt d'utiliser dans un de nos projets et de le mettre en application, de faire la première expérimentation du végétal local. Alors, c'était sur un… Après, on peut peut-être mettre la diapo suivante. Vous m'entendez? Oui. Alors, c'était sur le site d'une nouvelle déchetterie. Bon, rien de très transcendant, mais néanmoins, c'était un mal pour un bien. Il a fallu agrandir notre déchetterie sur un nouveau site et donc travailler le sol, le mettre à nu pour les accès, les plateformes évidemment en béton, etc. Mais en même temps, on était vraiment en bordure en périphérie, en bordure de la zone naturelle, vous voyez, boisée juste derrière. Et alors, on s'est dit, mais là, franchement, ça n'a aucun intérêt de faire un jardin pour les talus de la déchetterie. Autant essayer de l'intégrer intelligemment avec l'espace environnant. Donc, ce que disait tout à l'heure mon collègue Didier Vidal, donc c'est le site qui dirige, et donc créer le lien avec le site environnant et à faire en fait comme un petit bout de forêt qui englobe cette déchetterie. Et donc, nous sommes rapprochés d'une pépinière pour notamment végétaliser rapidement toutes les zones, la terre laissée à nu. Et alors, dans des conditions très, très rudes, la terre argileuse, très pauvre, et en même temps sans arrosage. Donc, vous imaginez, et en plus, on était en sécheresse. Voilà, donc les conditions les pires possibles, et pourtant, vous allez voir, il va vous expliquer, on a eu un très bon résultat, et donc c'est l'occasion de vous en parler. Alors, je laisse la parole maintenant à la pépiniériste. Eh bien, bonjour, donc Julien Planche, société Phytosem à Gap. Nous, on est semencier. On s'est spécialisé dans les espèces sauvages locales. Alors, la base, c'était surtout le côté technique, parce que quand on est face à des chantiers comme ça, où par exemple, il y a eu quand même beaucoup de mouvements de terrain, donc parfois, alors ils essayent de garder la terre végétale et la remettre en surface, mais souvent que c'est de la terre remaniée, donc même si elle a une bonne texture, elle est un peu déstructurée, il y a un peu une mise à l'air, une aération, donc c'est assez compliqué. Il y a des phénomènes d'érosion. Donc, on est sur un substrat pas forcément stérile, mais qui est compliqué à végétaliser. Donc, il faut partir sur vraiment une colonisation à la base du sol avec tout le stade classique, sans passer par les mousses et les sédums, mais en passant par les pionnières et ensuite les bisannuelles et les espèces vivaces. Donc là, on a été consulté. Alors, c'était un semis de printemps. On voit qu'il y a quand même, on a mis la position quand même parce qu'on voit que c'est un site qui est fréquenté par le public. Donc, il faut quand même que ce soit sympa. Il y a de la pente, donc il faut combiner ça avec la lutte contre l'érosion. Il y a des plantations, donc il pourrait y avoir un effet masse, un effet ombre, des choses comme ça. Donc, c'est tous des critères qu'on va prendre en compte, nous, quand on fait la visite sur site. Et ensuite, par contre, il faut faire, comme on l'a dit précédemment, là, avec le stock, avec ce qui est disponible. Sachant que pour mettre une espèce disponible, en semence, il faut entre 4 et 5 ans entre sa collecte au milieu naturel et sa mise en multiplication. Et donc, à partir de ça, on va être capable de proposer des mélanges. Et notamment, avant de proposer une espèce dans un mélange, ce qui est important, c'est d'avoir des retours sur son implantation, parce qu'il y a certaines espèces
On arrive à les voir en zone naturelle, hein, en colonisation spontanée, par exemple comme la filante ou des cystes, des choses comme ça. Mais c'est des choses, technologiquement, on a du mal à les semer et les implanter comme ça. C'est des espèces, il y a des levées de dormance qui sont assez compliquées, c'est un peu comme les arbres. Donc voilà, c'est pas parce qu'on veut ça et qu'on sème cette espèce qu'on aura le peuplement défini. Voilà, c'est vraiment des retours d'expérience sur les implantations de chantier. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, il y avait deux zones. Une zone plantée, donc 3000 m², et une zone nue, donc sans plantation. Donc, à chaque fois, on les aborde un peu différemment, sachant qu'une zone plantée, on va dire, l'érosion, elle est limitée. Il y a quand même une couverture aérienne, une présence racinaire qui va maintenir le sol en place. Donc là, on va juste faire un accompagnement. Donc ça va être une couvre-sol. Il y a le côté fleurissement qui est important. Donc faible hauteur, une petite tolérance à l'ombre. Et après, bon, il y avait un goutte à goutte qui était prévu sur les zones, sur les arbres, on l'a garanti. Donc bon, on est en sécheresse, voilà, il n'y a plus d'irrigation. Donc ça là, il y a vraiment une grosse concurrence racinaire et une ressource en eau qui va être très, très demandée. Et à côté, il y a le mélange zone nue. Donc là, ce qui est important, par contre, c'est de couvrir le sol pour pas qu'il y ait d'érosion de surface, parce qu'une fois que les particules fines sur un talus sont parties aux premières pluies, surtout en zone méditerranéenne où les pluies sont vraiment très soutenues. Donc là, il faut vraiment fixer les particules fines pour aider la germination. Et ensuite, avoir un bon système racinaire et une couverture aérienne pour justement couvrir le sol et avoir un bon aspect visuel. Donc, c'est comme ça qu'on va faire nos mélanges. Donc, sur la diapo suivante, on voit qu'on est arrivé à faire deux mélanges. Donc, les zones plantées, donc des fleurs plutôt basses. Donc, on est resté quand même sur le triptyque annuel, bisannuel, vivace. Alors, les annuels, parce qu'en zone méditerranéenne, même quand le sol est relativement fermé, il y a des espèces qui arrivent toujours à se ressemer, comme le calendula arvensis, il arrive à faire son cycle très rapidement. Et ensuite, des couvre-sols comme Achilleo dorata, qui n'est pas vraiment une espèce, on va dire, typique d'Antibes, mais c'est un bon couvre-sol. On ne peut pas non plus recréer, se limiter à vraiment un écosystème avec le cortège d'espèces spécifiques. On est quand même sur un milieu remanié, donc on ne pourra pas avoir vraiment des espèces cibles et se limiter là-dessus. Donc pour le zone nue, là c'est un peu plus varié, mais c'est plutôt parce qu'on a rajouté d'autres espèces comme les légumineuses, les plantes à pivot pour fixer le sol, comme les psoralées, les trigonelles, les antillis. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des graminées, parce que pour la couverture hivernale, l'hiver quand même, il est censé pleuvoir et faire un peu moins chaud. Donc les graminées, elles vont pouvoir combler le trou fait par les dicotylédones qui vont passer l'hiver en rosette. Donc sur la diapo d'après, donc on peut voir un peu l'évolution du mélange. Donc là, alors à droite, c'était 6 mois après le semis. Donc là, c'était les zones nues. Donc il fallait quand même apporter un peu de masse. On voit qu'il y a quelques zones qui restent nues. On est quand même sur une couverture, on va dire 60-70%. Donc c'est pas trop mal avec un petit côté fleurissement. Et après, sur la photo de gauche, la zone plantée, donc là, c'est pratiquement un an après. Donc, on voit, ce qui est important aussi, c'est l'entretien. Parce que, par exemple, là, c'est entretenu un peu ras pour dégager les plantations. Donc, il faut que ce soit des espèces aussi qui soient capables de repartir après une fauche. Donc, ça, c'est important et qu'il y ait un couvre-sol permanent, hiver comme été, pour accompagner ces plantations. Donc voilà, là on est à un an, on va faire un premier suivi du site. Donc après, je relaisse la parole à Philippe pour avoir ses retours, lui, perso, son impression sur ce chantier. Oui, en fait, nos retours sont quand même très, très positifs parce que franchement, c'était des conditions très difficiles et on voit quand même qu'il y a vraiment de la diversité. Et c'est quand même agréable. C'est-à-dire, on aurait laissé l'espace, parce que qu'est-ce qu'on en mettrait sur cet espace nu, cette terre nue, avec autant de surface. On ne pouvait pas imaginer de mettre voilà, autre chose que finalement, ça tombait vraiment très très bien d'avoir cette disponibilité de plantes locales.
pour juste rapidement végétaliser la zone, ce qui a permis avec voilà, de suite une levée, une colonisation de l'espace et une belle inauguration finalement. Donc tout le monde était content et maintenant un bon suivi sur justement, ça va être une belle expérience à partager sur comment se développe donc cet espace donc semé. Et d'ailleurs, ça a servi d'exemple intéressant en discutant notamment avec nos collègues du département, donc le service des routes, qui, là, dans le cadre d'une nouvelle route qui allait traverser, qui allait traverser donc des milieux plus ou moins urbains, ils trouvaient cet exemple très intéressant parce que finalement, ils ne pouvaient pas non plus imaginer de planter tout en jardin ou laisser la terre à nu. Bon, il faut beaucoup plus de temps pour que ça se mette en place. Avec cet exemple-là, on a de suite un résultat très intéressant. Voilà. Et aussi, juste pour préciser, le fait de quand même couvrir le sol et de maîtriser ça, ça évite aussi les espèces qu'on n'aurait pas désirées. Par exemple, je pense surtout dans le sud au chardon de Marie, qui peut être très gênant. Alors, ça peut être sympa pour les papillons, mais si par exemple vous vous trouvez à côté d'une zone agricole et que le chardon de Marie va sur la terre agricole, là, vous n'êtes pas, c'est vite le conflit de voisinage, quoi. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir maîtriser un peu cette végétation. Notamment, on en rejoint toujours pareil, même au risque incendie, hein. Donc si on veut maîtriser le peuplement en place, il faut quand même choisir les bonnes espèces. Récent, mais c'était intéressant d'avoir votre retour. Et puis, j'espère que vous allez suivre et évaluer tout ça et nous faire des retours année après année. Si vous voulez bien, on poursuit, on change de département. On passe dans le Var, après les Alpes-Maritimes, pour écouter le retour d'expérience présenté par Ken Novelas sur le réaménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle. Bonjour à toutes et à tous, on m'entend bien. Merci pour cette invitation, l'organisation de ce webinaire par la RBE. Donc, je suis Ken Novelas, membre du conseil d'administration de la Fédération française du paysage PACA Corse, qui est la délégation régionale d'une association nationale regroupant environ 800 à 900 paysagistes concepteurs sur les 4000 paysagistes existants en France. Donc, je vais vous présenter un projet de requalification de plage à Pamplonne, dans le Var, sur la commune de Ramatuelle. C'est un vaste projet de requalification. Nous allons voir d'une grande plage. Diapo suivante. Donc, comme je le précise là, je suis ni le maître d'œuvre ni maître d'ouvrage de ce projet, mais c'est un projet qu'on a visité avec la Fédération française du paysage dans le cadre de l'écho des chantiers qu'on fait voilà, pour connaître un peu la pratique des paysagistes concepteurs sur différents sites et lieux en France. Donc, il y a d'abord un schéma directeur qui est consultable et téléchargeable sur le site de la commune. Un schéma directeur donc, de requalification de la plage par l'agence Alep. Le maître d'œuvre, notamment paysagiste, et l'atelier Hervé Meyer et différentes entreprises de réalisation ont travaillé sur ce projet. Société provençale du paysage, Mouvement et Paysage. Je vais vous présenter un peu de manière un peu plus locale ce projet. Donc, la plage de Pamplonne est à peu près, donc la commune de Ramatuelle plutôt est à 30 km au sud de Fréjus. On a là un extrait du secteur Bonne Terrasse à gauche sur ce linéaire de 5 km. Alors, je ne veux pas vous présenter évidemment l'entièreté du projet, mais peut-être faire une focale sur ce secteur précisément et comment s'est fait la requalification du milieu dunaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a une photo de cette portion de plage. Donc, vous voyez à gauche la dune. Évidemment, il y a eu une suppression tout d'abord des plantes invasives type griffe de sorcière et autres cannes de Provence.
l'implantation de ganivelles, je pense que vous connaissez ce procédé, donc ces petites barrières qui stabilisent la dune, pardon. Et surtout, et il faut le noter, c'est assez particulier, un prélèvement de graines sur site pour constituer une banque de graines mise en culture et replantée par la suite. Donc, c'est vraiment un travail minutieux qui a demandé la collaboration, notamment du Conservatoire national botanique méditerranéen, notamment, et surtout la manipulation de plantes fragiles. On ne peut pas faire plus local vu que c'est une récupération de graines et pour évidemment ce travail méticuleux et rigoureux pour favoriser une bonne reprise et donc du coup, comme on le voit sur la photo, un excellent bilan de reprise pour stabiliser la dune et évidemment éviter ce phénomène d'érosion que nous connaissons tous à plusieurs endroits du littoral français et notamment là, méditerranéen. Voilà, sur la photo suivante, on a plus l'arrière de dune. Alors, je l'ai un peu évoqué rapidement, mais il y a eu évidemment des déplacements d'infrastructures, de concessions. Il y a même eu des démolitions, il faut le dire, hein, de certaines activités. Alors, c'est activités de plage, restaurants et autres, pour reconfigurer pardon, tout ce linéaire de plage. Il y a eu l'enterrement de réseaux aériens et évidemment des questions d'intégration paysagère hein, qui nécessitent, enfin, en tout cas dans ce cas-là, qui ont nécessité la plantation de végétaux locaux. Faut préciser aussi qu'il y a eu tout un travail de circulation, on le voit sur la photo, hein, par ces ganivelles hautes pour à la fois protéger les plantations, mais aussi gérer les flux, parce qu'on est évidemment sur une plage très touristique qui génère pas mal de passages. Donc, toute la question a été de savoir comment on traverse, notamment ponctuellement, la dune, et pour arriver à certains restaurants déplacés, donc où il y a eu un travail sur l'ombrage de ces lieux recevant du public, la plantation de pins, de tamaris, mais aussi, comme il est évoqué dans le guide, de multiplier les strates végétales en plantant différents arbustes et herbacées que vous connaissez souvent, enfin que vous connaissez tous, en tout cas pour la plupart, arbousiers, sites cotonneux et autres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, il y a eu un travail réalisé sur les accès, évidemment, à cette plage, et notamment depuis les cheminements, les reliant au parking. Hein. Alors, on ne les voit pas exactement sur la photo, on voit une voiture passer à l'arrière-plan, mais il y a évidemment toute cette question d'intégrer ces stationnements et d'intégrer au paysage et de penser à la gestion des eaux avec le choix de matériaux perméables, la confection de noues et d'insérer un peu ces stationnements dans une masse végétale de manière intégrée. Je précise évidemment en parallèle de ce gros travail de plantation, hein, c'est un vaste projet que je vous présente très rapidement là, et qui a coûté plus de 12 millions d'euros. Il y a aussi évidemment une palette végétale, enfin des espèces végétales non locales, hein, comme il a été dit, ponctuellement placées aux abords du parking à des fins esthétiques, bien que 80 à 90% de la palette végétale est essentiellement des végétaux locaux. Voire même, comme vous l'avez compris sur la dune, des végétaux et des graines pris sur site et mis en culture pour une reprise optimale. Voilà un peu rapidement la présentation du projet, voilà, qui a mobilisé un peu cette nécessité de planter local. Et voilà, si vous avez des questions, je suis évidemment disponible. Merci. Pour la présentation de ces 2 retours d'expérience, ça a suscité des questions, j'imagine. Thomas? Oui, alors effectivement, il y a quelques questions, peut-être une question plus globale sur les partenariats au niveau du guide avant de rentrer dans les questions liées aux interventions là. Quelle articulation, mutualisation, synergie avec le guide des bonnes pratiques, donc avec ce guide et sur les EV et l'interprofessionnel Valor?
Je peux répondre si vous voulez. L'interprofessionnel valeur, c'est l'ancienne, Verdir, l'ancienne fédération. J'ai l'acronyme en tête, mais je n'ai plus le détail de ce que signifie l'acronyme. Mais en tout cas, on a travaillé avec eux dans l'élaboration de ce document-là. Ça a été un partenaire qu'on a mobilisé dès le début, qui a contribué à différentes étapes du guide. Il continuera, et j'espère, à être partenaire de ce projet-là pour le promouvoir et en faire communiquer auprès des professionnels du paysage. Donc, c'est un partenaire avec lequel on a travaillé pendant ces 2 années. Alors, il y a plusieurs questions sur les questions de l'arrosage des plantations. Quid de l'arrosage réalisé sur ces nouvelles plantations, régie, entreprise, camion, réseau, stratégie mise en œuvre concernant l'arrosage. Est-ce que le guide traite de ce sujet-là, de l'arrosage, ou c'est en dehors du guide? Lara, tu veux répondre par rapport aux caractéristiques? De quoi, l'arrosage? Ouais. Oui, il y a 2 questions concernant l'arrosage. Est-ce que c'était plus des questions liées à l'intervention sur Ramatuelle, peut-être, non? Enfin, je les ai comprises comme ça. C'est possible, tout à fait. Du coup, c'est pas forcément moi la mieux placée pour y Tout à répondre. fait. Quid de l'arrosage réalisé sur les nouvelles plantations? Alors, je pense surtout que l'arrosage à proximité des activités et restaurants, ont un arrosage entre guillemets classique de type goutte à goutte. Pour autant, sur la dune, évidemment, il n'y a pas de réseau qui passe dans la dune. Donc là, c'est un travail à plan par plan. Et plus généralement, je pense que on va de plus en plus vers une gestion intégrée de l'arrosage, voire même à limiter au maximum l'arrosage. Je vois plus largement que la question est sur Ramatuelle, mais aussi sur les autres interventions. les autres interventions, voilà. En tout cas, sur Ramatuelle, je dirais que sur les sites, entre guillemets, les plus anthropisés, évidemment, on a un goutte à goutte. Sur le reste, la question de la reprise est plus... Enfin, sur la dune, en tout cas, il y a eu un suivi un peu plus écologique et plus adapté plan par plan. Voilà. Alors, nous, par rapport à Antibes, donc, je ne sais pas si Philippe l'avait dit, mais là… Répondez-moi, voilà, je ne savais pas ça. Alors, en fait, dans tous les cas, c'est vrai que l'arrosage, c'est un problème, d'autant que nous, on ne peut même plus arroser. Donc, au moins, comme ça, c'est réglé. Néanmoins, dans ce qu'on préconise, même dans les jardins, dit sans arrosage. C'est quand même un arrosage au démarrage, au moins un. Si même après, il n'y en a plus, après, si c'est dans le cadre local, naturel, ça doit se débrouiller le plus possible tout seul. C'est vrai que quelque part, on peut dire qu'il ne faut pas trop aimer les plantes parce qu'on va avoir des pertes, c'est évident. Néanmoins, il faut que ça s'adapte tout seul. C'est l'idée aussi. Si c'est local, naturel, on va les aider au départ parce que c'est évident. Les graines, on les a arrosées au maximum avec, nous, par exemple, pour la déchetterie, on avait des petits sprinklers comme ça, juste pour le premier arrosage. On avait des arbres qu'on avait plantés en bordure. Ça, il y a eu un arrosage à la manche. Il y avait de très faibles zones où il y avait un goutte à goutte, mais enfin, c'est dérisoire. Hein. Tout le reste, on a laissé se débrouiller. Hein. Et au final, on a quand même eu un bon résultat. C'est évident que l'été, tout était grillé. C'est la saison qui a voulu ça. Et à l'automne, tout a reverdi. Maintenant, tout est vert et prêt à fleurir. Entre-temps, ça s'est ressemé. Ça fait son cycle naturel. Et ce qui s'est le mieux adapté a pu survivre et se développe. Il y a quand même une diversité. Et de plus en plus, on se tourne vers des aménagements de ce type-là.
même lorsqu'on veut faire des jardins, de plus en plus, et là, encore aujourd'hui, je vais une discussion avec des collègues jardiniers, ils ont trop tendance à vouloir arroser. Si on aménage, si tout est fait au niveau du sol, la bonne préparation du sol, on a mis la bonne végétation au bon endroit et, avec ce qu'il fallait, à part le premier arrosage, ça doit se débrouiller tout seul. On peut l'aider un peu l'été, mais sinon, c'est vraiment l'arrosage se doit devenir quelque chose d'assez exceptionnel. De plus en plus, il faut se tourner vers les choses qui vivent le plus naturellement possible, à tous les niveaux, même pour les jardins. Voilà. Alors là aussi, il y avait un côté un peu, exceptionnel, mais bon, on ne choisit pas. C'est que les terrains étaient à nu au printemps. Donc, classiquement, en région méditerranéenne, on sème à l'automne pour profiter des pluies, hivernales, automnales, printanières. Mais là, on était au printemps. Donc, est-ce qu'on laisse le sol nu, tout l'été, au risque d'avoir peut-être des orages en fin d'été qui vont lessiver le sol et dans ce cas-là, il faudra tout reprendre, les talus, la terre végétale en surface, des choses comme ça. Ou alors, est-ce qu'on va semer au printemps? C'est pas la bonne époque, mais le fait de conforter l'implantation avec un petit arrosage va juste déclencher cette germination et avoir une couverture du sol. Donc c'est le vrai problème en fait en région méditerranéenne, ça veut dire que tous ces aménagements, il faudrait les caler pour que le sol soit juste fini, au début des pluies automnales. Et en terrassement, avec des entreprises de travaux publics, ça, c'est pas possible. Donc du coup, c'est vrai que l'arrosage, ne doit être utilisé uniquement vraiment à l'implantation et là, en zone de printemps, si on n'arrose pas, il y a pas de germination. Donc le sol est nu et dans ce cas-là, il y a une érosion de surface, qui est inévitable, pendant un an, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi, hein. On n'est pas sur un milieu naturel, sur une dune mobile ou des choses comme ça. Là, on est sur un talus soumis à l'érosion et donc du coup, il faut le végétaliser. Ou alors dans ce cas-là, on met, une bâche plastique pendant 6 mois, mais bon, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Merci beaucoup pour ces retours, donc d'adapter bien aux conditions locales, la façon et puis d'être dans l'arrosage au minimum sur sur la première période. Il y a une question qui concerne le temps, donc combien de temps a pris la récolte et la culture avant plantation pour, les interventions sur lesquelles il y avait une partie, récolte, et Euh, culture? oui, j'étais en train de justement répondre. En gros, le schéma directeur a été rendu à la mairie fin 2015. Donc, courant 2016, il y a eu les entreprises qui ont été sélectionnées. Et quand nous avons, nous, visité FFP, le site de projet, la dune était réalisée été 2020. Donc, entre 2016 et 2019, donc il y a eu au moins 2 à 3 ans de récolte et plantation. Après, vous direz exactement le temps, je n'ai pas l'information présente, peut-être que je pourrais vous la communiquer ultérieurement si besoin, pour avoir exactement la période de récolte et le temps de mise en culture et la période de replantation, si vous le souhaitez. Mais voilà, à peu près, à mon avis, ça a au moins pris 2 à 3 ans durant cette période-là. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Une dernière question sur, des interventions sur, alors quel procédé avez-vous utilisé pour éradiquer la canne de Provence? Alors on était sur Alors, c'est une éradication essentiellement manuelle et d'ailleurs, vous verrez sur site qu'il y en a encore beaucoup. Je pense que sur des espèces invasives comme ça, c'est avant tout, je pense que plus largement, même ces projets de transformation sur des espaces aussi fragiles, pardon, ils nécessitent aussi un projet de gestion euh, de ces espaces et de ces milieux particuliers. euh, euh, parce, parce que ponctuellement, je pense que plus généralement, on a l'habitude dans le cadre de marchés publics de réfléchir à des projets entre guillemets clés en main où la gestion n'est à la fois pas précisée dans le marché, mais aussi parfois, hein, je ne dis pas que c'est le cas dans le cadre actuel, mais parfois pas intégrée à,
à la vision ou en tout cas ou plus bêtement dans les budgets de la commune. Donc, évidemment que la canne de Provence ne s'est pas résolue en un claquement de doigts. Si vous allez à Ramatuelle, il y en a encore beaucoup tout autour de la plage. Et évidemment que c'est un projet du temps long à mener par l'ensemble des communes, je pense, sur le territoire français. Merci beaucoup pour ce retour. Je pense qu'on a fait le tour après des questions. N'hésitez pas à regarder sur le fil questions-réponses. Pas mal de participants ont fait des retours d'expérience ou des ressources sur des éléments qui existent. De toute façon, ces éléments-là, on va nous les conserver au niveau de l'agence et puis pouvoir faire un retour là-dessus sur ces différents échanges. Voilà, donc Stéphanie, on est à 5 minutes avant la fin. Donc Eh ben, écoute, c'est parfait Thomas. 5 minutes pour… merci en tout cas pour l'animation de cette séquence questions-réponses. Peut-être pour les 5 dernières minutes, vous conclure pour quelques mots, pour vous dire, comme vous l'avez compris, que ce guide, c'est un outil qui est complémentaire à d'autres, qui va ouvrir la voie vers davantage de place aux espèces locales. On va poursuivre la promotion de cet outil et la dynamique qu'on a mis en place avec l'ensemble des partenaires depuis quelques mois. Il faut qu'ils vivent maintenant ce document-là aux différents partenaires, porteurs de projets à s'en saisir pour guider leur réflexion, guider leur approche et on l'espère voir fleurir sur nos territoires des aménagements plus différents. On va essayer et on attend les retours quand il sera utilisé, évidemment, concrètement, d'avoir un peu les retours des utilisateurs pour pouvoir l'adapter. Sachant que là, c'est une version papier qu'on vous propose, mais qu'une adaptation vers des pistes de réflexion pour des évolutions, ça sera peut-être plus des pistes de réflexion pour une évolution vers un document qui sera plutôt en ligne, parce qu'on a vu les limites aussi de la forme du guide papier, pour peut-être, dans des pistes de réflexion sur des évolutions, proposer un outil qui soit en ligne, donc plus opérationnel, où on va pouvoir filtrer en fonction, Lara, vous avez présenté les différentes caractéristiques, la floraison, le sol, etc., de pouvoir peut-être filtrer plus facilement pour trouver des espèces qui conviennent. Peut-être, on l'espère, à terme, fusionner cette fameuse liste qui est plus que des vignettes et pas une liste vignette et une liste tableau. Compléter les caractéristiques qui sont manquantes, parce qu'aujourd'hui, on en a des caractéristiques qui sont manquantes. Elle vous l'a dit, Lara, elles sont indiquées par un petit trait dans les vignettes. L'idée, c'est de continuer avec les partenaires à enrichir ces caractéristiques, peut-être en ajouter d'autres, comme par exemple les modes de dispersion des semences ou d'autres caractéristiques qui peuvent être intéressantes à ajouter à ce guide-là. Et peut-être également proposer des espèces, d'autres espèces et des espèces peut-être moins ubiquistes, plus ciblées par zone géographique ou par typologie d'aménagement. Donc voilà, c'est des pistes de réflexion, mais l'idée c'est voilà, c'est une première base de travail et on espère que ce document-là va évoluer au fil des utilisations et des retours qu'on aura des différents utilisateurs. Pour finir, les coordonnées des différents intervenants du webinaire.
qui pourront, si vous le voulez, répondre à vos questions un peu plus précisément, si vous avez des questions très précises sur les retours d'expérience ou sur la méthodologie spécifique qu'on a mis en place sur le guide avec le Conservatoire botanique national méditerranéen. Vous avez la liste et les numéros de téléphone et les mails des différents intervenants si vous voulez vous rapprocher d'eux. Sachant que voilà, nous, au sein de l'Arbre, on est là aussi pour évidemment répondre à vos questions, pour vous dire que le guide, vous l'avez eu dans le chat, mais il est aussi disponible sur notre site Internet. Et puis, c'est 14h29, donc on est dans les clous, pour vous remercier, évidemment, en premier lieu, les différents intervenants et l'ensemble des participants. Tout le monde est quasiment resté jusqu'au bout. Je vois qu'il y a 99 personnes connectées à 14h29. Donc, merci à tous pour votre participation. Bonne lecture du guide. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout type de questions en rentrant très précisément dans le document et en commençant à l'utiliser. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de travailler et de mettre en œuvre sur vos territoires et sur vos espaces à végétaliser, de mettre en œuvre des opérations en utilisant des plantes locales. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.